Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis comme chaque semaine heureux de vous retrouver alors pour le 53e épisode du podcast À côté de mes pompes aujourd'hui. Alors en ce début du mois de juillet, pour moi c'est une période de vacances qui débute mais l'entraînement va quand même se poursuivre dans les semaines à venir, toujours à la recherche d'un dossard à accrocher. C'est pas faute de chercher mais il n'y a pas grand chose dans la région et même sur mon lieu de vacances, sur mes lieux de vacances, j'ai pas trouvé encore de compétition pour pouvoir justement me confronter à d'autres coureurs et voir le travail accompli durant ces dernières semaines. Alors, où que vous soyez, que ce soit en vacances, en repos ou au travail, qu'allez-vous faire de ces 2 mois d'été ? Alors n'hésitez pas à venir en discuter sur les réseaux, Facebook et Instagram. Et si vous écoutez le podcast, identifiez-moi dans vos stories ainsi que dans vos publications. Sans oublier, car je sais que vous êtes nombreux à écouter le podcast via la plateforme Apple, de me laisser une évaluation 5 étoiles et un petit commentaire via Apple Podcast. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un invité que l'on ne présente plus. Sa voix vous est familière si vous êtes comme moi passionné de course à pied et des podcasts qui traitent de notre sport. C'est en effet Fred Belouz qui s'est prêté au jeu de l'interview. Alors c'est un habitué des micros et un passionné qui va se livrer un peu plus sur son histoire personnelle et sur son parcours. Alors si je me suis lancé moi aussi dans le podcast, Fred a sa part de responsabilité et vous comprendrez pourquoi dans les minutes à venir. Outre en effet le podcast Dans la tête d'un coureur qu'il co-anime avec Guillaume, Fred encadre un groupe de coureurs élites au Stade Français, mais il coach également des coureurs venus de divers horizons. Il aime transmettre, il aime partager et échanger sur ce sport qu'il pratique depuis sa jeunesse lorsqu'il vivait jeune dans sa région de Lyon. Après presque 3 ans d'aventure sur ce média, il nous dévoile les coulisses de ce podcast, un des plus populaires sur les plateformes en France. Fred nous livre ses belles rencontres, ses anecdotes. Nous nous sommes rencontrés en juillet 2020 à la suite d'une collecte de tenues et de chaussures usagées en course à pied qu'il organisait à destination du continent africain et plus particulièrement de l'Éthiopie. Amoureux de cette région du monde, Fred transmet à nouveau son vécu, son émerveillement au contact de ces populations. Une longue interview car Fred est bavard, mais son discours, sa philosophie de vie et sa vision du sport vont, je pense, vous plaire. Alors Fred, ou plutôt Monsieur le Premier ministre, je te remercie à nouveau pour ce temps d'échange que nous avons pu avoir ensemble. Et pour les auditeurs, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Fred, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors nous ne sommes pas dans ton podcast habituel puisque tu es le co-animateur du podcast Dans la tête d'un coureur. Alors bonjour Monsieur le Premier ministre, puisque c'est comme ça que Guillaume t'appelle. Comment vas-tu ? Salut Seb, merci de m'inviter dans ton podcast. Guillaume m'appelait comme ça avant. C'est vrai que c'est notamment sur la première saison, on l'avait beaucoup utilisé, cette formule-là, qui est liée surtout à ma manière de pondérer les choses, en fait. Donc, il se moquait gentiment de moi en disant que j'étais un vrai politique, mais voilà. Du coup, c'était un peu notre private joke, mais c'est vrai que c'est un peu disparu des ondes. Qui sait, on le remettra peut-être au goût du jour. Alors, je te remercie d'être l'invité aujourd'hui puisqu'il y a quand même une petite histoire qu'on dise tout aux auditeurs. On s'est croisés, rencontrés donc en juillet dernier sur Paris. On aura l'occasion d'en parler de ce projet autour de l'Éthiopie. Et puis, on avait échangé podcast et j'avais cette idée de lancer quelque chose. Aujourd'hui, on arrive à plus de 50 épisodes. Et tu m'avais dit, vas-y Seb, lance-toi et il y aura de la place à côté de vos 2 millions de téléchargements et de nombreux épisodes. Donc, un grand merci à toi parce que tu as ta part de responsabilité dans la réalisation de ce podcast. Comme je dis souvent, ça sert à rien de me remercier. Je pense que entre guillemets, le meilleur remerciement, c'est la réussite de ce que tu entreprends. C'est un peu comme je dis moi à mes athlètes lorsqu'ils me disent merci pour l'accompagnement. Je leur dis, vous n'avez pas à me remercier. La seule manière de me remercier, c'est vos résultats en compète et de tout donner. Donc voilà, je t'ai juste donné, je pense, un conseil que tout le monde t'aurait donné. Vas-y, lance-toi. Enfin, c'est pas. Si tu en as envie, il faut aller au bout et je pense que nombreux auraient pu te donner ce conseil. Donc, j'ai pas fait quelque chose de très innovant et c'est surtout toi-même que tu dois remercier, très honnêtement.
Alors, pour les gens qui t'écoutent, je pense que ta voix leur est familière, mais on ne te connaît pas vraiment. Alors, je vais te laisser te présenter, façon un petit peu état civil, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait dans ta jeunesse et qu'est-ce qui t'occupe aujourd'hui. Oh là là, ouais, c'est vrai. Alors, je vais commencer. Fred, c'est pour Frédéric Belouz, 46 ans déjà, le temps passe. Je suis originaire de Lyon, comme beaucoup de gens le savent, parce que j'aime bien le rappeler, parce que je suis très attaché à ma ville d'origine. En fait, je suis né à Lyon et j'ai grandi à Lyon jusqu'à j'avais presque 25 ans lorsque j'ai quitté Lyon pour monter à Paris, comme on dit, pour venir à Paris. J'ai fini mes études à Paris. À l'époque, je faisais des études en histoire africaine. Je pense qu'on en reparlera un moment parce que ça a un lien avec un certain intérêt pour le continent. Mais je faisais ces études-là juste parce que l'histoire m'intéressait et l'Afrique me passionnait. Mais j'ai jamais ambitionné d'être professeur ou d'être chercheur à la fac. Donc, une fois ma maîtrise finie, j'ai fait un DESS. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Maintenant, on dit Master 2, il me semble, en communication écrite. Donc, j'ai travaillé quelques temps dans la com, après différents parcours professionnels. Et parallèlement, en fait, moi, j'avais commencé l'athlé à Lyon, au Loup, au Lyon Olympique Universitaire, qui n'existe plus, qui est une sous-section de l'entente Lyon Athlétisme dorénavant. Et voilà, j'ai commencé, j'avais 15-16 ans, j'étais minime 2. Du coup, voilà, j'ai tout de suite commencé par les courses de distance, d'endurance, comme on pourrait dire, par le demi-fond. Euh, et, et voilà, donc du coup, moi, j'ai toujours pratiqué. J'avais une petite coupure en arrivant sur Paris, liée à une forme de, je sais pas, lassitude, étude, prétexte, certainement. Et j'ai repris, voilà, quelques années après. Et j'ai été moi marqué par des entraîneurs qui m'ont accompagné, qui m'ont énormément donné confiance par rapport à la course. Parce qu'en fait, plus jeune, j'étais pas un très bon élève. Au collège, moi j'ai redoublé ma quatrième. J'étais un peu, quand je dis redoublé, j'ai redoublé parce que vraiment j'étais une tâche, hein, clairement, faut le dire. Donc voilà, les études, c'était quand j'étais plus jeune, c'était pas forcément ça, même si après j'ai eu un cursus plutôt pas mal. Et l'athlé, j'ai découvert ça pareil assez tardivement, vers 15-16 ans. Mais tout de suite, alors, sans être un champion, parce que voilà, j'ai juste eu le niveau pour me qualifier au championnat de France chez les jeunes, jamais pour briller plus haut. Mais c'était déjà une réussite pour moi. Et, et étant donné que je réussissais pas trop à côté, c'était vraiment ma bouée d'oxygène, ma bouée de sauvetage. Et il y a deux entraîneurs qui m'ont marqué dans ce parcours-là. Et du coup, ça m'a donné envie. Ça m'a donné envie à la fois de transmettre, mais aussi, faut être assez honnête. En tout cas, ça m'anime et je pense que ça anime beaucoup d'entraîneurs, mais peu finalement le disent, je trouve. Moi, j'ai pas été. Alors, un athlète de haut niveau, c'est différent. Moi, j'ai pas été athlète de haut niveau, et il y a ce truc de vivre aussi des émotions par procuration. Moi, j'ai des athlètes qui ont un niveau que j'ai jamais eu. Très honnêtement, par exemple, c'était pas le but hein, quand j'ai commencé à entraîner, c'était pas forcément de faire des élites et tout, mais après l'appétit vient en mangeant, comme on dit, et du coup, et ben voilà, je vis aussi des choses par procuration, donc il y a cette envie d'accompagner les gens, de les aider à progresser, parce que je fais pas que des athlètes élites, ça on en reparlera peut-être, parce que ça c'est mon activité au Stade Français, mais j'ai une activité professionnelle où je coach des gens qui sont entre guillemets voilà le normaux lambda entre Oui, ce guillemets que pour j'appelle, pas péjoratif, j'en fais voilà. partie, voilà, coureur lambda qui a quand même besoin d'un accompagnement parce que à partir du moment où on a un objectif, je pense que de s'entourer d'une personne qui a les capacités pour nous mener vers cet objectif, c'est, je pense, quelque chose d'utile. Oui, et puis souvent ça fait rire les gens parce qu'ils pensent que je le dis de manière un peu formalisée comme ça, histoire de faire plaisir à tout le monde, mais sincèrement, je pense que si par exemple tu as une personne qui sait pas courir, qui peut pas courir pour des raisons diverses et variées, notamment santé, hygiène de vie, et qui peut pas faire 400 mètres, et tu l'amènes à être capable de courir un 10 km, même si c'est un 10 km en 1h10, en 1h15, en 1 heure, ou alors une personne qui court 10 km en 1 heure et tu arrives à l'amener à 45 minutes. Évidemment, on est loin du haut niveau, mais ça te demandera quasiment autant de travail, si ce n'est plus, que si tu hérites d'un athlète qui a des qualités hors normes,
qui est déjà en s'entraînant 4 fois par semaine et en 32 minutes, tu l'emmènes en 28, 30, 29. Bien sûr, il y a énormément de boulot. Il n'y aura pas que le boulot de l'entraîneur à ce moment-là, parce qu'il y aura beaucoup d'autres choses. Voilà, c'est quand même des choses assez comparables. Donc l'effort, il est réel dans les deux, et accompagner les gens dans le dépassement de soi, c'est vraiment quelque chose qui m'anime, on peut dire. Et est-ce que les deux personnes, donc tu disais les deux entraîneurs qui t'ont marqué, est-ce que tu t'en es inspiré pour être le coach que tu es aujourd'hui? Et quel a été ton parcours? Comment on devient coach certifié comme tu l'es toi maintenant? Alors oui, ils m'ont inspiré parce que c'est déjà eux qui m'ont donné envie, très sincèrement. Il y en a avec qui je suis toujours en contact, et un qui a été mon entraîneur quand j'étais minime cadet, et je sais même pas s'il entraîne encore, j'ai l'impression que non, et qui m'ont énormément marqué par leur bienveillance. Leur bienveillance et le fait que dans leur groupe, ils avaient autant des gens qui étaient niveau moyen, je veux dire comme moi, que des athlètes élites. Et donc, je pense que c'est aussi ça qui m'a forgé. Et effectivement, dans leur approche, on va dire assez plutôt humaine, je m'en suis inspiré. Après, comment on devient entraîneur? Très classiquement, hein, on suit les formations. Déjà, moi, j'ai commencé par les formations fédérales de la Fédération française d'athlétisme. Alors, à l'époque, c'était entraîneur hors stade. Je sais que ça a changé d'intitulé. N'étant pas un spécialiste des formations FFA, je pourrais plus dire l'intitulé actuel. Très honnêtement, après j'ai passé mon BE, mon brevet d'État, lorsque ça existe encore, parce que c'est pareil, ça n'existe plus. Maintenant, il y a alors BPGEPS, c'est pas le niveau BE, mais après tu as le DEGEPS, c'est le DES GEPS. Donc j'ai passé mon BE1 juste avant que ça soit la fin. Je voulais passer le BE2, mais il a été supprimé entre-temps. Et ça a été remplacé par le DES GEPS, dont les conditions d'accès sont quand même plus compliquées. Et en plus, ça nécessite de faire des stages en club. Et du coup, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre une année entière. Alors que quand j'ai passé le BE, c'est candidat libre. J'avais juste, j'étais salarié à l'époque, j'avais juste 3 jours à dégager. Fallait que j'aille au Krebs d'Oulgade pour les épreuves. En fait, il y avait 3 jours d'épreuves. Donc voilà. Donc voilà, j'ai commencé à entraîner comme ça, en passant mes diplômes, en entraînant pas tout de suite au Stade Français. J'ai commencé par un club vraiment de course hors stade, où j'ai fait qu'1 an, parce qu'après j'avais l'idée de passer le BE. Et quand vous passez le BE en athlée, même si vous voulez vous spécialiser plus tard sur le demi-fond, la course hors stade, le BE, c'était toutes les disciplines de l'athlétisme, c'est-à-dire les courses, les sauts, les lancers, et toutes les courses, le sprint, les ailes, et le steeple, les courses de fond. Donc, j'avais intégré un club qui recherche un entraîneur pour ces benjamins minimes, et j'avais fait ce choix parce qu'en fait, en athlée, normalement, dans les clubs jusqu'à cadet, on ne spécialise pas les enfants, c'est-à-dire que ils font ce qu'on appelle du multidiscipline. Donc, On touche un petit peu à tout et puis ça reste ludique exactement. finalement, oui. Voilà. Et du coup, je me suis dit, le meilleur moyen d'être quand même un peu calé, parce que l'idée, c'est pas d'être spécialiste dans chaque discipline, mais quand même de bien les connaître, c'est d'entraîner des gens qui font ça, et notamment des enfants, les initier, apprendre. Et c'est pour ça que j'ai fait ça pendant pas loin de 5 ans. Pas loin de 5 ans, j'ai fait cette activité d'entraîneur multidiscipline. Après, j'ai eu mon BE, et vraiment là, j'ai rebasculé sur le demi-fond, très, très concrètement. Et comment tu as intégré le Stade Français? Parce que tu entraînes un groupe élite, même si tu as une autre activité à côté qui te permet donc d'avoir des coureurs un petit peu de tout niveau. Quelle est ta mission au Stade Français dans ce groupe élite? Alors, comment je l'ai intégré? Très simplement parce que je me suis retrouvé à entraîner une athlète élite du Stade Français. J'étais pas du tout entraîneur au Stade Français à l'époque. J'étais sans club parce que j'avais arrêté avec le club où j'entraînais pour diverses raisons. Et du coup, je l'entraînais, et ça, disons que ça a bien matché. Elle a eu des résultats, elle a progressé, et parallèlement, je l'avais pris en cours de saison. Et à la fin de saison, entre guillemets, il y avait un poste disponible d'entraîneur au Stade Français, notamment au début, c'était pas forcément le groupe élite, c'était vraiment le demi-fond-fond. Et du coup,
on m'a proposé tout simplement, on m'a dit bon bah Fred, tu entraînes tel athlète. Du coup, est-ce que tu veux aussi entraîner plus d'athlètes au Stade Français? C'est comme ça que ça s'est fait. Et au début, c'était pas forcément un groupe élite, sachant que quand même pour préciser, c'est le demi-fond. Moi, je m'occupe du demi-fond long et du fond. Voilà, parce que je dis demi-fond long, on va considérer que c'est à partir de 3000, même si j'ai une athlète sur 800, on a un entraîneur qui s'occupe du 800-1500 et qui a on va dire un groupe élite également sur le demi-fond, et c'est plus lui. Il s'appelle Frédéric aussi, Frédéric Gimeno, je le cite, et qui a d'énormes résultats aussi avec ses athlètes. Donc voilà, c'est vraiment, moi, c'est sur le plus long. Donc, on va dire à partir de 3000, steeple, 5000, 10 000, pas trop sur piste, notamment en France, mais voilà, après tout ce qui est route, 10 semi-marathon. Et donc, mon rôle en tant qu'entraîneur du groupe élite, c'est de gérer les athlètes de haut niveau et de les accompagner, et pas qu'au niveau du plan d'entraînement, c'est aussi de mettre en place une structure, parce qu'à un moment, comment dire, j'aime pas trop cette expression, mais on a un certain nombre de personnes qui parlent de gains marginaux, et c'est notamment tous les à côté. Moi, je le dis souvent dans le podcast, pour ceux qui écoutent dans la tête d'un coureur, tout ne se joue pas sur la piste. À un moment, à un certain niveau, et même, je dirais, à tous les niveaux, juste s'entraîner, ça suffit pas. Juste faire de belles séances, ça suffit pas. Il faut que derrière, on parle souvent de la diététique, mais c'est essentiel. Moi, je regroupais ça sous le terme hygiène de vie, c'est-à-dire alimentation, hydratation, sommeil, tout ce qui est soins, récupération, préparation mentale, et c'est pouvoir orienter l'athlète. Moi, je suis pas en capacité de faire tout ça. Je suis pas un diététicien, je suis pas un préparateur mental. La seule chose que j'ai fait en plus, c'est un diplôme de préparateur physique pour être plus au point sur cette question-là, parce que dans les formations fédérales et dans le BE, c'est une question qu'on n'aborde pas. On aborde la question de l'entraînement, même si une partie de l'entraînement est faite de préparation physique, c'est quand même deux choses très différentes. Et beaucoup d'entraîneurs en athlète ont tendance à considérer qu'ils sont compétents dans les deux champs. Et moi, je sentais que j'étais limite. Et quand j'ai fait ma formation, je me suis rendu compte que j'étais une vraie bille en termes de prépa physique. Voilà. Donc, c'est vraiment une donnée importante à prendre en compte. Voilà. Et du coup, orienter les athlètes vers tel professionnel, essayer de mettre en place des partenariats pour que, voilà, avec les professionnels de santé, parce qu'on est dans un sport semi-professionnel. Moi, mes athlètes, ils travaillent tous. De toute façon, on voit les athlètes de l'équipe de France, ils vivent pas avec des 100 et des 1000. Vous imaginez que les athlètes qui sont pas en équipe de France, c'est bien plus compliqué. Donc, ils travaillent tous. Donc, il faut quand même faciliter au maximum, entre guillemets, leurs tâches. Et ce que tu disais tout à l'heure, aussi l'impact du stress lié à l'activité de ces athlètes qui peut prendre beaucoup d'énergie. Comment tu arrives à les tirer et les pousser jusqu'au plus haut niveau, du moins au plus haut niveau de leur capacité? Quels sont les ressorts que coach Fred utilise pour que ces athlètes soient dans les meilleures dispositions? Est-ce qu'il y a une méthode ou est-ce que c'est vraiment individualisé par rapport au profil de chaque athlète? De toute façon, quel que soit le niveau, et je dirais presque plus avec des athlètes élites, c'est obligatoirement individualisé. L'athlète élite, s'il veut réussir, il doit être auto-centré, très honnêtement. Voilà, il doit pas être égoïste, c'est pas ça l'idée, mais il doit être auto-centré. Il doit se dire qu'il est le meilleur. Il doit pas se dire oui, je suis bon, mais l'autre il peut me taper. Il a conscience que l'autre peut le taper. Mais en même temps, si à un moment il se dit pas c'est moi qui vais tout gagner, il va pas tout gagner. Enfin voilà, ça fait partie de la mentalité d'un champion. Ça veut pas dire qu'il est qu'il est prétentieux, qu'il prend les gens de haut ou qu'il ne les considère pas. Mais à un moment, il faut avoir une foi inébranlable en ses capacités, et c'est l'amener à ça. Alors, comment on l'amène à ça? Comme tu dis, on va trouver les ressorts en fonction des athlètes, mais je pense que déjà, moi, c'est avec des séances aussi qui te confrontent, des séances qui peuvent être dures. Il me semble que c'est Zatopek, mais peut-être que je dis une bêtise, pardon. C'est peut-être un autre athlète qui disait, en fait, la compétition, ça doit être la partie facile de l'activité d'un athlète. Entre guillemets, l'entraînement doit être tellement dur, mais bien sûr,
Attention, pas à prendre au mot de la lettre. Et il ne s'agit pas de Avec finir un chaque dosage entraînement et à avec combat, voilà. une Mais évolution. l'entraînement doit tellement être dur que la compétition, c'est la partie facile. C'est le fameux go hard or go home ou train hard, win easy qu'on peut entendre notamment au Kenya, en Éthiopie, ou le fameux no pain, no gain. Qui est beaucoup utilisé dans les sports, les sports de force, le crossfit, ce genre de choses. L'idée, c'est pas de se dire qu'il faut se tuer à la tâche, mais c'est qu'à un moment, on doit avoir un entraînement d'une telle intensité, d'une telle exigence, pas simplement physique, hein, aussi mentale, que ça nous renforce. L'idée, c'est ça en fait. C'est vraiment qu'on sorte ces entraînements plus forts. Et parallèlement, moi, souvent, une des questions que je pose à mes athlètes, et ça m'a été inspiré par la première athlète que j'ai entraînée au Stade Français, Fatoumata Sankharé, il faut quand même que je la cite, qui est athlète élite sur le marathon féminin, c'est à quoi rêvent les athlètes. C'est-à-dire, moi, quand je rencontre un athlète, notamment la première fois, et qui me dit, ah, tiens, est-ce qu'on peut s'entraîner ensemble? Ma première question, et je la pose à n'importe quel, même en dehors du Stade Français, quand je coach les gens, c'est, toi, tu rêves à quoi? En termes de course à pied. Après, si tu rêves d'être milliardaire ou autre, c'est autre chose. C'est pas mon domaine. Mais tu rêves à quoi? Et là, je parle pas d'objectif. C'est pas une personne qui est actuellement en 40 qui veut faire 37-30, une personne qui est en 32 qui veut faire 29-59. C'est vraiment ton rêve absolu. En course à pied, c'est quoi? Parce que, en fait, je pense qu'il faut que les gens rêvent, très honnêtement. Et moi, je suis parti du constat parce que on m'a posé cette question un jour. Cette fameuse athlète m'a posé cette question en tant qu'entraîneur. Mais toi, tu rêves à quoi? Et j'ai été incapable de répondre à cette question. Et je me suis dit, c'est grave en fait. C'est super grave de pas pouvoir répondre à la question, je rêve à quoi? Et c'est pas normal. Mais je pense que on nous désapprend à rêver de manière un peu globale. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, c'est ça. Ça peut être aussi la clé. Il faut rêver. Ça veut pas dire qu'on atteint nos rêves, mais ça veut dire que c'est une sorte d'absolu, de quête absolue. On l'atteint pas. Comme on dit souvent, le plus important, c'est le chemin au final. On va Voilà. mettre en place des éléments pour essayer de l'atteindre. Après, advienne que pourra. Exactement. Moi, mon rôle, c'est une fois que la personne me dit, par exemple, tu reçois t'as un athlète qui te contacte et qui te dit, bah, moi, mon rêve, c'est de faire les JO sur marathon. Ok, c'est très bien. Mon rêve, moi, je suis pas Dieu. Souvent, je dis ça. J'ai pas la capacité, et en tout cas, je me sens pas l'autorité de dire, rêve pas, c'est pas pour toi. C'est pas, pour moi, c'est pas mon job. Le seul truc, c'est de dire, si tu veux arriver au JO, notamment sur marathon, on peut regarder à l'heure actuelle ce qui se fait. C'est-à-dire que si tu es une féminine, il faut faire tant. Si tu es un masculin, il faut au moins faire tant pour y aller. Et pour faire tant, voilà les étapes. Tu vois? Voilà les étapes et quel type de niveau tu dois avoir et quel va être l'investissement qui va t'être demandé. Déjà, on pose ça. Tu vois, c'est toujours mettre les engagements que tu dois prendre pour atteindre tes rêves, tu vois. Parce que là, voilà, moi, j'ai jamais dit, sincèrement, j'ai jamais dit à quelqu'un, non, arrête, rêve pas à ça, essaye d'avoir un rêve plus petit. Voilà. Après, on construit les choses par étapes. Quelqu'un qui viendrait me voir et qui me dirait, qui serait venu en janvier et qui m'aurait dit, mon rêve, c'est de faire les JO de Tokyo, et qui est à l'heure actuelle en 3 heures au marathon, là, j'aurais dit, c'est peut-être pas Tokyo qu'il faut viser, tu vois, peut-être Paris, peut-être qu'il y a des étapes, tu vois, après, c'est comme ça. Mais souvent, l'être humain, il est quand même assez intelligent. Tu vois, moi, je rêve pas d'être astronaute. Tu vois, je rêve pas de faire les JO de Tokyo parce que je pense qu'à un moment, on sait aussi avoir des rêves absolus. Il ne s'agit pas simplement non plus d'être dans une sorte de pensée positive, un peu comme c'est marketé par certains mouvements de développement personnel. Il suffit d'y croire pour y arriver. Je suis pas non plus On n'est pas magicien. je suis pas magicien et je suis pas escroc et je suis pas vendeur de rêves, tu vois. Mais ça dit beaucoup de choses sur une personne quand elle est capable de se projeter dans un rêve et de se dire voilà et d'avoir conscience que c'est une sorte de rêve absolu. Mais après, il y a des étapes, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens, quand tu leur poses la question, ils sont incapables de te répondre, très honnêtement. Donc, c'est intéressant de leur dire bah maintenant, essaye de rêver et tu rêves à quoi? Et dans ton rêve, quand tu penses course à pied, tu vois quoi? Donc, c'est un petit peu un
un paradis imaginaire dans lequel le coureur va se positionner avec peut-être des jalons. Et toi, coach, ça va être ta mission d'aller peut-être lui faire gravir ces différentes marches. Mais est-ce que tu as déjà eu un athlète qui est venu te voir et avec lequel ça n'a pas marché et tu as dit non, là je peux pas t'entraîner. On partage pas peut-être la même philosophie, on n'est pas sur les mêmes planètes. C'est pas arrivé qu'une fois. Moi, je dis souvent, en fait, c'est un binôme. Coach-athlète, c'est un binôme. Enfin, si tu veux, moi, j'ai une manière d'entraîner, j'ai une manière d'être, j'ai ma personnalité, Fred Belouz, je suis comme je suis. J'ai une manière d'aborder l'entraînement, même si je dis souvent qu'il faut pas être dogmatique, il faut être assez ouvert, évoluer, s'adapter à l'athlète. J'ai quand même une manière de voir l'entraînement, avec certaines spécificités. Tu as des athlètes avec qui ma personnalité ne matche pas, avec qui ma manière de conduire, la philosophie, on va dire la technique même d'entraînement ne matche pas non plus, et avec qui ça ne fonctionne pas. Pour des tas de raisons. Et ça arrive à tout le monde. Enfin, je veux dire, sinon, ça voudrait dire que je suis universellement compatible. C'est pas vrai. Enfin, je veux dire, c'est comme tout, c'est comme les relations humaines. Enfin, la base, c'est quand même une relation humaine. Il y a une relation technique, professionnelle. Tu as été coach, tu as un certain nombre de compétences. Mais la base, c'est une relation humaine. Et des fois, ça ne matche pas à ce niveau-là. Parce que tu as des gens qui, des fois, sont autonomes ou qui ont du mal, tu vois, du coup, à accepter que tu fais ci, fais ça. Des fois, je peux être directif, même si j'ai l'air un peu, tu vois, cool. Des fois, je peux être assez C'est ce que j'allais te directif. demander. Comment Euh, tu manages? et, 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 et des fois, bah voilà, tu as des gens à qui ça ne convient pas. Tu as des gens qui ont besoin d'avoir un coach qui soit beaucoup plus dur que moi, un peu à la, entre guillemets, hein, à la Philippe Lucas, vraiment, mec coup de poing et tout. Je suis pas comme ça. Voilà, très honnêtement, je veux pas dire que je suis une sorte d'entre-deux, mais voilà, j'ai peut-être pas la poigne qui peut avoir, ou en tout cas que les médias renvoient de lui, l'image qui est renvoyée de lui. Très honnêtement, c'est un binôme, donc oui, il y a des gens avec qui ça match, il y a des gens avec qui ça matche pas. Et c'est toujours, sincèrement, honnêtement, c'est toujours désagréable quand tu dis à un athlète, va falloir qu'on arrête. Souvent, il en a conscience que ça fonctionne pas, mais c'est jamais agréable pour les deux parties parce qu'il y a une forme de constat d'échec. C'est comme une relation amicale, une relation amoureuse. Tu sais, au début, bah, tu rencontres quelqu'un, tu peux avoir l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde, puis au fil du temps qui avance, tu te rends compte que ça fonctionne pas aussi bien que tu l'espérais. Et même si tu n'as pas forcément de reproches à adresser à l'autre, bah, les chemins se séparent et c'est pas forcément agréable, c'est tout. Ou alors, à un moment, tu es arrivé au bout du bout avec un athlète et tu dis, bah, il progresse plus avec moi, ou lui se dit, bah, je progresse plus avec le coach, et les chemins se séparent aussi. Avec un besoin de changement, un besoin d'aller voir peut-être une autre méthode qui ne correspondra peut-être pas forcément mieux, mais qui fera l'effet d'un électrochoc pour l'athlète. Après, le coach doit pas forcément se remettre en question parce que face à peut-être des situations comme ça, tu dois peut-être parfois cogiter par rapport à ce qui n'a pas été, ce qui n'a pas fonctionné. C'est une remise en question peut-être de ton côté assez fréquente. Bah, tu es obligé. Mais de toute façon, la remise en question, je pense, elle est constante. Même quand les athlètes, entre guillemets, quittent pas le groupe d'entraînement. Je connais aucun athlète, et je pense pas dire de bêtises, et du coup, aucun entraîneur qui vit une situation où à chaque course, ça se passe exactement comme on le souhaite et que l'athlète progresse et que les objectifs sont tenus. Il y a toujours des moments où on se retrouve face à l'échec. Et là, il faut savoir quand même réfléchir et pas dire, oh, bah, de toute façon, c'est l'athlète, il a mal géré, c'est un con, c'est un feignant, il a mal dormi, ou je sais pas quoi. Il y a aussi des choses, tout n'est pas forcément imputable à l'entraîneur ou à la manière dont tu as mené les choses, mais il faut quand même y réfléchir. Et c'est souvent pour ça qu'on dit que c'est, entre guillemets, c'est l'échec qui nous fait grandir. Parce que quand tout marche bien, je le dis assez souvent, on réfléchit pas, on dit, ouais, on a tout bien fait, on est les meilleurs, on est bon, on a un bon duo, coach, athlète, et on déchire tout. Et on est les boss, et on se gonfle l'ego, et ça fait vachement plaisir. Et on se dit pas vraiment pourquoi on a réussi. On se dit juste parce qu'on a été bon. Par contre, quand ça n'a pas marché, bah, c'est le moment de se dire pourquoi ça n'a pas marché, sans se dire, ah, c'est obligatoirement la faute de l'entraîneur, c'est obligatoirement la faute de l'athlète ou de l'environnement, ou je sais pas quoi, ou c'est parce qu'il faisait pas beau. Il faut aussi réfléchir aux choses. Tu vois, et c'est constant parce que ça n'arrive pas qu'en compétition, ça arrive aussi à l'entraînement.
Là, des fois, tu as des athlètes qui traversent des périodes plus difficiles. Tu as un athlète qui se blesse, il faut aussi réfléchir pourquoi. Est-ce que c'est moi qui l'ai trop poussé? Est-ce que c'est lui qui a, excuse-moi le terme, qui a déconné dans son coin? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux pas. C'est ça c'est un équilibre assez difficile à trouver, c'est que tu dois avoir une confiance en toi sur ce que tu fais, des convictions dans ta manière d'entraîner, mais ça doit pas te pousser à penser que tu as raison sur tout et que tu n'as rien à remettre en cause. Tu dois constamment te dire, bon, là, on a fait ça, mais est-ce qu'on doit le reproduire? Parce qu'un truc qui est assez classique, c'est que quand tu as une prépa qui a bien marché, tu as tendance à refaire la même prépa. Or, c'est souvent l'erreur. C'est souvent l'erreur et je pense que chaque entraîneur et chaque athlète l'a vécu. Des fois, tu répètes les prépas et même des fois avec le même athlète, hein, et ça n'a pas les mêmes résultats. Et c'est bien pour moi ce qui prouve que tout n'est pas dans ce que tu fais sur la piste. Et quand je dis ça, c'est-à-dire tout ne se résume pas à ce que tu fais à l'entraînement. Il y a tellement d'autres facteurs. L'athlète évolue, l'entraîneur évolue, et du coup, voilà. Ce que tu disais tout à l'heure, l'hygiène de vie et les entourages font partie de la performance. Est-ce que par rapport à ce vécu, ces nombreuses années d'entraîneur, tu arrives encore à améliorer ta pratique par des formations, par cette évolution constante? Est-ce que le Fred de ses débuts de coach est totalement différent ou a modifié sa façon d'entraîner? Ah oui, totalement. Totalement. Là, je veux dire, moi, j'ai commencé, je pense, comme beaucoup d'entraîneurs, jeune entraîneur diplômé de la FFA. En gros, j'appliquais à la lettre les consignes FFA. C'est-à-dire la VMA, à l'époque, c'était ça. Hein. La VMA, c'est l'alpha et l'oméga de l'entraînement. Récup pincé et tout. Après, j'ai vu d'autres choses. J'ai lu, j'ai voyagé, j'ai vu comment faisaient d'autres entraîneurs, d'autres athlètes. Je me suis forgé ma conviction aussi par rapport à ma pratique. C'est aussi ça, je pense que c'est aussi important d'avoir une certaine pratique, même si j'ai pas le même niveau toujours que les athlètes que j'entraîne. C'est bien aussi de savoir ce que je peux leur demander, même si je fais pas les séances aux mêmes intensités. Si par exemple on demande à un athlète de faire 20 fois 400, c'est bien une fois dans sa vie de tenter 20 fois 400 dans les conditions qu'on demande à l'athlète pour un peu se mettre à la place d'eux, parce que je pense que c'est très important. L'idée, c'est pas forcément d'être dans l'empathie absolue. Il faut aussi, des fois, être en capacité de savoir ce que peut ressentir l'athlète et comment il peut le ressentir, même si chacun a son ressenti différent. Donc oui, j'ai beaucoup évolué. Avant, moi, par exemple, je faisais la séance 10 fois 400, 1 minute de récup. C'est quelque chose que je ne fais plus. Je crois très peu, même si je le fais, des fois, mais en séance test, je crois très peu à ce qu'on appelle la récup pincée. C'est-à-dire très peu de récup pour rester très haut. Et ça a son utilité. C'est pas dire que j'y crois très peu, c'est peut-être un peu excessif, mais suivant ce que tu prépares, suivant le type de distance, suivant ton profil, c'est pas forcément ce qui est le plus adapté, très sincèrement. Mais au début où tu entraînes, c'est normal, on t'a appris des choses et tu les appliques parce que tu fais confiance aussi aux gens qui t'ont formé. Et c'est pas non plus totalement des conneries, excuse-moi de le dire comme ça. Donc il y a des justifications à tout ça. Après, ma pratique, elle s'enrichit avec l'apport de la préparation physique. Moi, quand je commençais à entraîner, je n'étais pas forcément. Enfin, tu vois, on faisait ce qu'on appelle la PPG. Donc, tu faisais la chaise, des fentes, des foulées bondissantes sur la piste, deux, trois exercices comme ça. Moi, comme je disais, ce qui m'a poussé vraiment à suivre une formation, c'est la première fois que j'ai mis les pieds dans une salle de muscu. Je me suis dit, ah, mais en fait, je fais quoi et je le fais comment? Il y a un peu cette méconnaissance finalement. On connaît pas forcément son corps et ça vous en avez traité un sujet dans un épisode. Est-ce qu'il faut faire de la musculation pour pratiquer la course à pied? Beaucoup, la réflexion, ça va être, on va prendre du volume et ça va pas forcément être bénéfique. Alors que il y a quand même des intérêts à fréquenter une salle de sport, mais si on ne connaît pas le matériel et le pourquoi du comment ces mouvements vont être faits, on va avoir un peu de difficultés. Oui, et comment par exemple, comment tu charges une barre? Tout simplement. C'est savoir, en fait, c'est tout simplement comprendre déjà par rapport à la musculation, c'est que quand tu cours jamais aux mêmes allures. Je veux dire, moi, je connais personne, en tout cas quand il veut progresser et s'entraîne pour cela, qui fait ses sorties toujours à la même allure. Alors, sans faire de la musculation toujours avec la même charge, c'est exactement la même chose. Suivant la charge que tu vas mettre, tu vas travailler de manière différente et les apports vont être différenciés. Mais ça, faut le savoir.
Et du coup, il faut aussi savoir comment tu détermines ces intensités et du coup, quel impact sur le nombre de répétitions, le nombre de séries, le temps de récup, tu vois, tout ce genre de choses. Et quel type de mouvement tu mets en place et comment après tu le transfères à la pratique de la course à pied. Très sincèrement, et moi, c'est des éléments dont j'avais pas du tout conscience et connaissance. Donc, et qu'on t'apprend pas sincèrement. Les trucs sont assez sommaires, mais après, dans le monde du sport en général, le préparateur physique et l'entraîneur, c'est deux fonctions très différentes. Et en athlée, on a souvent tendance à penser que finalement l'entraîneur est compétent pour tout. Non, il n'est pas compétent pour tout. Et si on transpose ça sur des coureurs, des pelotons, comme je fais partie, 95% de ces coureurs, on se dit, on court, on se travaille les jambes, donc pas besoin de faire de la musculation, mais tu as le haut du corps, tu as le gainage. Aujourd'hui, est-ce que tu conseillerais plutôt de faire une séance de muscu en remplacement d'un footing ou d'une séance supplémentaire en course? Totalement. Totalement. Pour moi, c'est les gains. Les gains en plus iront au-delà de la pratique de la course à pied et les gains seront bien plus bénéfiques que la sortie running que tu auras prévue. Considérer que courir, quand on fait de la course, que juste courir, ça suffit, ça serait comme finalement, j'ai pas besoin de muscu parce que moi je fais de la course. C'est comme si quelqu'un me disait, j'ai pas besoin de faire attention à mon alimentation ou à mon sommeil parce que l'important c'est que je cours. Ah non, tout simplement. Enfin voilà, c'est et quel que soit ton niveau. Euh, Moi j'ai aussi une activité qui est sport santé et qui va au-delà de la course à pied. Et tu vois que quand tu fais du sport santé, c'est-à-dire des gens qui ont des problématiques de santé et des pathologies qui peuvent être assez sévères et qui se servent du sport, soit en prévention, soit on va dire en thérapie. C'est-à-dire, mais évidemment, avec la médecine à côté, il ne s'agit pas de dire le sport, ça guérit tout, mais on voit bien qu'une activité sportive et physique régulière et adaptée améliore considérablement l'état de santé des gens. Et ben, tu fais tout. Il y a une personne, elle a une pathologie, elle va faire tout. Et le renforcement, c'est essentiel à tout, parce que des fois, c'est essentiel à des gestes communs. Et ça, faut vraiment pas le perdre de vue. Et ce que tu dis est vrai, puisque dans un précédent épisode, j'ai reçu Antoine qui a été victime d'un lymphome et il disait qu'ayant pratiqué le sport pendant de nombreuses années, il avait préparé finalement son corps à ce combat qu'il a mené contre la maladie et il n'a jamais cessé de faire du sport. Et il y a 2 jours à la télévision, il y avait un reportage justement qui montrait les bienfaits des activités physiques sur des pathologies relativement lourdes, type cancer, mais ça vient petit à petit. Des médecins commencent à prendre conscience que le sport santé, ce que tu disais, a vraiment un intérêt pour accompagner des gens soit en thérapie ou tout simplement au quotidien sur la prévention du mal de dos, la prévention de tout un tas de troubles. Bouger, on va dire, c'est quand même la santé. C'est l'essence même de la vie. C'est bouger. Et souvent, les gens qui se retrouvent dans l'incapacité de se mouvoir de manière normale, on va dire usuelle, ça n'a pas qu'un impact physique. Enfin, je veux dire, mentalement, quand par exemple tu es dépendant, tu peux pas te déplacer, tu fais tes courses, mais tu peux pas lever le bras et tu es obligé à chaque fois de demander à quelqu'un est-ce que vous m'aidez à attraper ça, est-ce que vous pouvez... C'est invalidant au possible et ça n'a pas qu'un effet physique, c'est un effet psychologique énorme et ça faut pas le nier. Mais au-delà de ça, la semaine dernière, j'ai échangé avec Stéphane Diagana sur le corona et finalement il me disait qu'il avait lu une étude qui indiquait qu'en fait la VO2 max était un indicateur finalement on va dire de gravité du corona, parce qu'en fait, ce virus peut diminuer jusqu'à 20 à 30% ta VO2 max. Donc, il me dit, Fred, toi, tu es un athlète de haut niveau, même un athlète qui s'entraîne bien, toi qui as une grosse VO2 à 60, 65, c'est déjà pas mal. Il perd 20% de VO2. Il va pas être bien. Il va se retrouver à 40, ça va être compliqué. Mais à 40 de VO2, tu peux, entre guillemets, mener une vie normale. Tu peines et tout, mais quelqu'un qui est pas dans un bon état de santé, qui a déjà une VO2 qui est à 40, qui perd 20%, ce qui s'est retrouvé à 20, c'est sa vie qui est en danger. Très simplement, tu vois. Donc, rien qu'une donnée physiologique
assez commune au monde de la course, qui est la fameuse VO2, tu vois qu'elle peut avoir un impact énorme et encore plus dans la crise qu'on vient de vivre. Et est-ce que tu as connu pendant cette crise, toi, un afflux de demandes pour du coaching? Parce qu'on a vu les villes, et même moi dans mon quartier, étant à la campagne, des personnes se mettre à courir. Est-ce que tu as eu, toi, des nouveaux coureurs qui sont venus vers toi pour des demandes de coaching? Non, ça a plutôt été l'inverse. Moi, je t'avoue, ça a plutôt été l'inverse. Globalement, j'ai essentiellement, je suis essentiellement des coureurs et des coureuses qui participent à des compétitions. Pas forcément pour viser 30 minutes au 10, mais qui participent à des compétitions. Et l'absence de compétition a fait que finalement, ils ont décroché. Ils m'ont dit, oh, bah, Fred, moi, je m'entretiens pour l'instant, je reviendrai plus tard. Voilà. Et je comprends sincèrement cette démarche. Euh, pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça va se mener. Certains ont totalement décroché aussi. Il y a eu un effet. Alors, beaucoup se sont mis au sport. Un certain nombre ont décroché aussi. C'est assez particulier. Moi, à titre personnel, non. Par contre, si je prends l'exemple de l'activité qu'on a de manière collective avec dans la tête d'un coureur, on a eu un afflux plus important, même en termes de gens qui ont écouté le podcast. On a vu que le confinement a eu un effet. Peut-être que les gens avaient plus le temps d'écouter ou avaient besoin de plus se distraire d'une autre manière. Donc, il y a des effets assez paradoxaux et qui, du coup moi, me questionne sur finalement quel a été le schéma général de la société dans cette pandémie. Est-ce que ça a augmenté la sédentarité? Est-ce que ça l'a diminué? Quand je regarde les gens qui font du sport dans mon quartier, j'ai l'impression qu'il y a énormément de gens qui se sont mis à la course. Mais quand on voit la réalité, moi, à titre personnel de mon activité, ou même du club au Stade Français, qui est ouvert à tous, donc il n'y a pas que des élites au Stade Français, et du nombre de licences, on est comme beaucoup les trois quarts des associations sportives, on a une perte en gros, en gros du sèche de 30% d'adhésion en moins. Et je pense qu'on le retrouvera peut-être sur la prochaine saison, à moins que les gens et les coureurs aient cette envie de renouer le contact, parce qu'on a quand même été privé de ce lien social. Fred, tu disais tout à l'heure, vouloir entraîner, c'est un moyen pour toi, par procuration, de vivre de belles émotions. Quelle serait la belle émotion ou les plus belles émotions que tu as vécues en tant qu'entraîneur par procuration, comme tu le disais tout à l'heure? Celle que je vivrais ou que j'ai vécue? Alors, celle que tu as vécue et celle que tu aimerais vivre, alors. Il y en aurait deux. Je vais commencer par celle que j'aimerais vivre. Euh, avoir un athlète champion olympique du marathon, je pense que ça serait le Graal. En tant qu'entraîneur, pour moi, ça serait le Graal. Pour l'athlète, je pense que ça serait le Graal. Mais je vais pas mentir, je pense que ça serait en tant qu'entraîneur d'athlète élite, ça serait, voilà, je vais pas mentir, je retirerais une fierté énorme, même si je sais que c'est pas moi qui aurais gagné ce titre, c'est l'athlète et que je suis qu'une composante dans cette victoire-là. Je pense que voilà, c'est quelque chose. Je pense que il y a rien de plus beau, mais dans l'imaginaire, voilà, c'est un peu, voilà, pour moi, c'est le summum. Voilà, pour moi le marathon. Et je veux pas faire offense à toutes les autres distances, c'est le summum de la course à pied, très honnêtement. Mais c'est parce que voilà, j'ai cette culture-là et j'ai grandi, j'ai baigné là-dedans. Et un titre olympique, c'est le summum pour moi. Ça va au-dessus de tout. Voilà, vraiment. Mais après, voilà, c'est quand même assez unique. Il y a très peu finalement d'athlètes et d'entraîneurs qui ont ce bonheur de vivre ça. Donc voilà, dans un sens, je les envie. Très très honnêtement, je le dis assez clairement. Maintenant, les émotions. Alors ça, pour le coup, c'est difficile de dire telle émotion est au-dessus des autres avec les athlètes que j'entraîne ou que j'encadre. Euh, c'est difficile. J'ai vécu d'énormes émotions avec des athlètes de haut niveau qui ont atteint des objectifs, qui ont atteint leurs objectifs, qui ont vécu des choses extraordinaires. Mais tout autant avec des personnes qui se croyaient incapables, comme je le disais tout à l'heure, incapables même de faire du sport et qui ont réussi à boucler
leur premier 10 km, être capable de courir simplement 10 km à l'allure qui est la leur, et qui en ont été vraiment bouleversés. Moi, vraiment, pour le coup, et c'est pas pour faire, c'est pas pour faire genre, comme on dit. J'ai un fils de 10 ans qui me dit tout le temps, ah, tu fais genre, papa. C'est pas pour faire genre, mais quand on a quelqu'un qui atteint déjà un objectif, et quelle que soit la nature de cet objectif, ou même atteint un rêve, une sorte d'accomplissement, voilà, je peux pas très honnêtement, je peux pas le graduer parce que l'émotion, même si elle est toujours un peu différente, elle est énorme. Tu vois, c'est comme, c'est finalement quand on est parent, ce serait difficile de graduer entre l'émotion de la naissance, l'émotion quand votre fils vous appelle pour la première fois papa, celle où il marche pour la première fois. C'est à chaque fois des moments exceptionnels. Ou de Donc comparer entre deux enfants, celui que tu vas aimer le plus. Il voilà, y a pas de, il y a voilà, c'est une ça. équipe entre les deux, voilà. C'est exactement. Donc très honnêtement, je peux pas dire là l'émotion la plus forte que j'ai vécue en tant qu'entraîneur. Très honnêtement, voilà, c'est pas compliqué. Il faudrait que je te fasse, ça prendrait 3 heures pour que je te les liste toutes. Donc voilà, on va éviter. Alors, est-ce qu'en tant que coach, tu arrives quand même à t'entraîner? Est-ce qu'un coach comme toi dispose d'un coach pour ces compétitions ou est-ce que tu as délaissé un petit peu les pelotons? Alors, j'ai très clairement délaissé les pelotons depuis 3 ans maintenant. Après, il y a eu 1 an et demi de Covid dedans. Mais ouais, clairement, pour tout un tas de raisons. Pas simplement parce que je suis coach, mais je pense très sincèrement qu'à partir d'un moment, quand vous avez en fait, quand vous visez vous-même un certain nombre d'objectifs, vous devez vous investir psychologiquement, physiquement dedans. Et quand vous entraînez des athlètes qui soient élites ou autres, mais je trouve encore peut-être plus avec des athlètes élites qui ont besoin tout le temps de vous, sincèrement, c'est des fois pour le moindre truc. Des fois, vous avez l'impression que c'est des grands enfants, hein. Ça vous demande un certain investissement. Et ça peut être compliqué, très honnêtement, de mener les deux de front. Très honnêtement, parce que j'ai mon activité professionnelle à côté, j'ai une vie familiale à côté aussi. Et du coup, bah, c'est un moment, c'est compliqué de tout gérer. Et moi, j'avais très honnêtement des difficultés à le faire. Et du coup, bah voilà, pour être pleinement disponible dans la mission que je m'étais donnée, à un moment, je me suis dit bon, voilà, question complète, je passe un peu la main. Je me suis rendu compte depuis que j'étais incapable de m'entretenir, d'avoir juste une activité physique d'entretien, on va dire pour la forme. J'ai une mentalité, parce que j'ai grandi, j'ai commencé, comme je le disais, l'athlète à 15-16 ans, et j'ai toujours baigné là-dedans, et j'ai pas encore réussi à passer le gap, très honnêtement. Donc, très honnêtement, j'ai repris un entraînement un peu sérieux depuis quelques mois. Et en fait, alors, j'ai pas de coach, très honnêtement. Je pense que ça me ferait pas de mal. Je pense que ça me ferait pas de mal. Et je pense que j'en prendrai un parce que j'ai une sorte de défi personnel que je veux accomplir qui est le 100 km. J'en parle souvent et je le ferai un jour. Et le jour où je le ferai, je prendrai vraiment un coach. Je demanderai à quelqu'un que je connais de m'accompagner là-dedans pour vraiment pour me décharger de ça. Parce que le rôle de l'entraîneur, c'est notamment de décharger, notamment en termes de préoccupation, de fatigue décisionnelle, mentale, l'athlète de ce qu'il doit faire. Donne-moi, je fais, et puis basta, je réfléchis pas, les allures, machin. L'autre travers, c'est que quand vous vous entraînez vous-même, vous vous donnez que les séances, même inconsciemment, que vous aimez bien. Ou en tout cas, celles qui vont vous mettre le moins dans la difficulté. Et du coup, là, je suis le programme en l'adaptant quand même à mon niveau et à mes objectifs d'une de mes athlètes, qui a un programme assez costaud. Et du coup, bah voilà, c'est ma manière de m'entraîner à l'heure actuelle. Je me dis, bon, voilà, alors pas forcément tout, parce que c'est une athlète élite qui fait 10 à 12 entraînements par semaine. Et moi, voilà, je culmine à 5-6, donc je ne double pas à l'heure actuelle. Et c'est pas dans mes projets immédiats. Mais voilà, les grosses séances, bah, je fais quasiment les mêmes, mais en les adaptant à mes allures. Alors, au niveau
de tes activités annexes, il y a donc le podcast, donc dans la tête d'un coureur qui depuis décembre 2018 t'occupe de façon constante, voire un peu plus présente, je pense. Comment c'est venu? C'est le fruit d'un de tes athlètes, Guillaume, qui t'a sollicité? Comment vous avez eu l'idée de mettre en place ce podcast, ce format, et que tu en sois le co-animateur? C'est exactement ça, hein, Guillaume que j'entraînais. C'était au début où j'entraînais au Stade Français. Lui avait une activité professionnelle dont il souhaitait évoluer. Il était salarié. Il était dans le monde des médias. Il travaillait dans une régie publicitaire. Et bon, il était déjà en alerte un peu sur, on va dire, les médias de demain. Et un jour, il m'a proposé le projet. Il m'a dit, je suis persuadé que le podcast, c'est le média d'avenir. En plus, en course à pied, ça n'existe pas vraiment. Il y avait quelques podcasts sur la course à pied, un surtout, mais rien de bien structuré. D'ailleurs, donc voilà, et qui n'était pas forcément connu, mais déjà parce que le podcast, même encore à l'heure actuelle, même si ça se développe, je pense que c'est un média qui est quand même, voilà, qui est pas le média principal. Alors que bon, si on prend les pays anglophones, notamment aux États-Unis, c'est une économie énorme autour du podcast. Donc, il m'a proposé le truc. Moi, je t'avoue que comme on l'a proposé, j'ai dit oui, mais sans vraiment savoir dans quoi je me lançais, parce que déjà, moi, à l'époque, je pensais que les podcasts étaient des émissions radio qui étaient enregistrées, qu'on remettait à disposition en ligne. Pour moi, c'était ça. Je ne savais pas qu'il y avait des podcasts dits natifs, ce qu'on fait, ce que tu fais toi, ce qu'on fait nous. C'est-à-dire un podcast qui n'est diffusé que sur les plateformes de streaming et d'écoute en ligne. Voilà. Donc, il a eu cette idée-là, on s'est lancé. Et puis voilà. Très honnêtement, au début, sans savoir vraiment à quoi ça allait amener, on avait entre guillemets pas forcément de business plan et d'économie développée autour de ça parce qu'on savait pas déjà si ça allait prendre, si ça allait marcher et vraiment comment on pouvait générer quoi que ce soit avec le podcast. Alors aujourd'hui, vous êtes équipé d'un studio, vous avez pris possession donc d'un local dans le Iron Café. Comment étaient les premiers enregistrements? C'était compliqué? Quelles étaient tes premières prestations derrière le micro? Tu étais aussi à l'aise qu'avec le survêtement sur le terrain pour encadrer les athlètes ou c'était un petit peu plus compliqué? Ah non, c'était pas un peu plus compliqué, c'était affreux, c'était l'enfer. Alors déjà, je faisais ça dans ma chambre, dans ma chambre, et il y avait un écho de fou. Après, quand on réécoute, hein, d'ailleurs, on les a pas réenregistrés. Donc, si vous prenez les premiers épisodes, les tout premiers qu'on a enregistrés, Guillaume, vous pouvez avoir l'impression que je suis soit dans mes toilettes, soit dans la salle de bain. Ça résonne. J'avais même pas un vrai micro. Je pense que j'ai même pas un vrai micro. On faisait ça via Skype. C'était horrible. Franchement, c'était horrible. Alors, on avait pris le truc quand même, c'est que ça surprend les gens, mais nous, on scripte tout. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on lit un texte, mais on scripte tout. Déjà pour voir si on tient dans le temps qu'on s'est imparti, voir si on dit tout, si on est assez dynamique. Et ça, on l'avait fait dès le début. Mais au début, on avait tendance évidemment à lire, et il y a des épisodes qu'on a dû enregistrer 5 fois. Ce qui est marrant, c'est que l'épisode sur le stress, qui est un de nos premiers épisodes, c'était plutôt un bon épisode, en plus dans le contenu, je trouve, très intéressant et qui changeait beaucoup finalement comment faire du stress une force. C'était ça l'idée. Et a dû nous stresser plus que de nature, parce que vraiment, on a mis, je pense, 3 jours d'affilée, quoi. On essayait et puis au bout d'un moment, on voyait que ça tournait pas, que ça fonctionnait pas, on arrêtait, on réessayait, on disait bon là, ça fait 2h30 qu'on est dessus, on réessaye demain parce qu'on est vanné, parce qu'en plus on faisait ça le soir, à la fin de la journée de boulot, donc on était aussi un peu claqués. C'était terrible. Franchement, c'était terrible. Et je pense que, je sais pas si ça se ressent, mais c'est vrai que maintenant on les fait en une prise, en ayant beaucoup plus de détachement avec le script. Qu'on a écrit, qu'on arrive, et on est beaucoup plus naturel, je pense. Mais et puis aussi, on a appris ce jeu-là parce que les gens se disent bah tiens, Guillaume, des fois, il pose des questions un peu idiotes, il devrait savoir ça, mais bien sûr qu'il le sait. Guillaume, c'est un mec qui connaît la course à pied quand même. Mais l'idée aussi, c'est que on est dans une forme de jeu de rôle. On le dit un peu. De manière rigolote, parce qu'on se voit comme ça, on a un peu les Fred et Jamy, on se voit un peu comme ça, les Fred et Jamy de la course à pied. C'est l'idée, nous, on n'a pas un podcast d'experts, on a des gens
qui connaissent très bien la course à pied, qui nous suivent. Certains sont en équipe de France. Et donc, on apporte un contenu de qualité. Mais l'idée, c'est aussi de le rendre compréhensible à tout le monde parce que globalement, les gens qui nous écoutent, c'est plus des coureurs et des coureuses qui vont être entre 3h30 et 5h en course à pied, qui veulent avoir des tips pour comment s'améliorer, qu'être de vrais experts en course à pied. Sinon, on passe pas par un podcast. Si on veut être vraiment un expert absolu dans un domaine, on suit des formations pour ça. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui est du domaine du jeu de rôle et de la pédagogie à mener. Et du coup, voilà, mais maintenant, ça se fait de manière assez naturelle. Ouais. Maintenant, je suis plutôt à l'aise là-dessus. Oui, ce que tu disais sur les premières prises, c'était un petit peu compliqué. Et maintenant, on voit ton côté naturel qui ressort et il n'y a plus cette barrière du micro. Ouais, exactement. C'était affreux parce que, en plus, moi, j'ai eu une activité professionnelle avant où je me suis retrouvé à parler devant 300, 500 personnes ou des personnalités, entre guillemets, importantes, en tout cas, qui peuvent t'impressionner, notamment dans le milieu politique, parce que j'étais dans le domaine du dialogue social. Donc, j'ai pu rencontrer des ministres, notamment des ministres du travail, des premiers ministres. C'est intimidant, mais j'ai jamais été intimidé. Là, il y avait une forme vraiment, c'était curieux parce que j'étais seul face au micro et finalement, ça me bloquait un peu. C'est assez étrange. Tous ceux qui essayent, je les invite à essayer de s'entraîner à faire ça. Et vous savez, c'est comme le fait de faire des stories comme ça. Là, j'ai appris aussi à faire ça, à s'auto-filmer, à se filmer en selfie, à se faire un petit discours. Mais en fait, c'est pas du tout aussi naturel que ça. Ça paraît bête, mais c'est pas du tout aussi naturel que ça. Bah, je dois avouer que moi, les épisodes que j'ai enregistrés au démarrage en solo, je m'y suis repris à plusieurs reprises et c'est plus naturel d'avoir quelqu'un qui peut te renvoyer l'appareil et être en face de toi. Donc avec Guillaume en tant que animateur et toi co-animateur, bah, c'est un petit peu plus simple peut-être pour les échanges. Et au niveau des invités, Fred, comment vous les choisissez? Est-ce que vous avez déjà une liste? Vous réfléchissez en amont, ce que tu disais, hein, il y a beaucoup de travail et du script en amont de chacun des épisodes. Mais est-ce qu'ils viennent à vous? Est-ce que vous allez les solliciter? Est-ce que c'est parfois difficile peut-être d'aller en chercher quelques-uns? Non, alors en fait, pour ce qui est des invités, vraiment, on les choisit en fonction de l'histoire humaine. En fait, c'est ça qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on a des invités à la fois du monde sportif, mais pas forcément que du monde sportif. Il faut qu'il y ait quand même un lien avec la course à pied, évidemment. On se concerte avec Guillaume, on dit bah tiens, telle personne, parce que on a des sensibilités qui sont différentes et on peut dire bah telle personne, vraiment, elle a une histoire à nous raconter. Celle-ci aussi, elle a une histoire à nous raconter. Et c'est ça. Par exemple, celles et ceux qui nous écoutent verront quand on reçoit un athlète de haut niveau, on lui demande pas ses plans d'entraînement. Enfin, sincèrement, moi, je pense que les gens qui nous écoutent s'en foutent. Moi, en tant qu'entraîneur, je peux avoir un intérêt à connaître 2-3 séances que ça, parce que j'aime bien avoir une idée. Mais dans l'absolu, ça sert à rien. Sincèrement, connaître exactement comment une personne s'entraîne, c'est tellement personnel un entraînement que on peut pas, autant l'élargir. Donc voilà, c'est plus derrière qu'est-ce qu'il y a à raconter, est-ce qu'il y a une histoire et comment on va pouvoir le partager, parce que un de nos premiers partis pris lorsqu'on avait lancé ça, c'était de se dire voilà, il y a aussi la dimension mentale, psychologique des choses, et donc qu'est-ce qu'il y a derrière, quelle est la femme, quel est l'homme derrière l'athlète ou derrière la personne qui pratique la course à pied. Comment cette pratique de la course à pied a pu t'aider dans la vie, ou inversement, qu'est-ce que tu as pu faire dans ta vie professionnelle et que tu as pu réinvestir dans la course à pied. C'est vraiment quelque chose qui nous intéresse un peu, ces passerelles-là. Donc à partir de ce moment-là, vous avez développé donc les interviews, mais ce que tu disais par rapport à l'hygiène de vie et à ce qui entoure le coureur, il y a aussi des épisodes qui traitent de la nutrition, qui traitent du stress. On a vraiment un ensemble global, un package pour le coureur quand il souhaite se préparer. En vous écoutant, il peut bénéficier de ces conseils-là également. Bah, c'est ça, en fait. Quand on avait commencé, on avait 2 épisodes par mois. On avait ce que j'appelle un épisode thématique où il n'y a que Guillaume et moi, où on traitait d'une thématique propre à la course à pied. Je trouve que c'est quelque chose de très technique, vraiment.
Notre premier épisode, c'était améliorer sa foulée. Donc vraiment, on parlait de la foulée, attaque talon, médio pied, et, minimalisme. On questionnait un peu tout ça et comment on pouvait s'y prendre pour améliorer ça. On a eu des choses plus qui relèvent de la préparation mentale, comme tu disais, le stress. Les blocages, comment y faire face, d'où ils proviennent en fait. C'est un peu avoir conscience de tout ça. Et à côté, on avait les interviews où l'idée, c'est de mettre en avant la personne qu'on reçoit et qu'elle nous partage son expérience. C'était vraiment ça, vraiment. Maintenant, on a rajouté 2 autres formats. On a le Iron Café, qui est lié d'un partenariat avec la fameuse, euh, site de vente en ligne, mais qui est aussi en boutique physique. Iron, et qui est plus sur l'ordre du talk, avec 2 invités, un qui est plutôt une sorte d'expert, chercheur, et un autre, un sportif qui a un lien avec la thématique. Donc, on a vraiment plutôt des thématiques, nous, en tout cas, qu'on estime d'actualité ou qui peuvent, entre guillemets, avoir un côté un peu polémique. On n'est pas les grandes gueules non plus, on n'est pas le Moscato Show, c'est pas du tout l'idée, parce que on souhaite que si on peut avoir des visions un peu différentes sur les choses, on puisse quand même l'exprimer avec bienveillance. Il ne s'agit pas d'être dans la surenchère, et voilà, c'est pas non plus notre manière de faire. Et on a aussi le frais dans 5 minutes, qui est plus sur il y a une question que beaucoup de gens peuvent se poser, des gens qui sont pas forcément encadrés pour des tas de raisons, parce qu'il y en a aussi, ils sont dans des zones, ils peuvent s'entraîner dans des zones où ils n'ont pas forcément de contact ou autres, et de se dire voilà des choses très bêtes entre guillemets, mais qui ne le sont pas tant que ça, et à laquelle je réponds le défi en 5 minutes. En 5 minutes. Bon, pour pas que ça soit, c'est quelque chose d'assez simple. Par exemple, la fameuse cadence de 180 en course à pied, est-ce que c'est si important, ce genre de choses? Est-ce que avec l'âge, je vais obligatoirement voir mes perfs décroître, ce genre de choses, et apporter en quelques petits tips un peu pourquoi on dit ça, et est-ce que vraiment c'est pertinent, est-ce qu'il faut y accorder de l'importance. Voilà. Alors, en termes de moments marquants, depuis ces nombreux épisodes que vous avez maintenant, est-ce que tu pourrais en ressortir un? Alors, tu vas me dire, comme pour les athlètes, c'est pas simple parce qu'il y en a beaucoup. Mais une belle rencontre. Tu vas me dire que tous les invités, vous les avez choisis, donc il y a forcément une histoire derrière. Mais voilà, peut-être une anecdote que tu aurais à nous livrer aujourd'hui sur les coulisses peut-être dans la tête d'un coureur. Alors, là, pour le coup, parce qu'à un moment, je peux pas non plus tout le temps botter en touche, entre guillemets. Ça, c'est le stade français, ça. C'est la fibre, on botte en touche. Hein. C'est la fibre rugby, ouais. Très concrètement, je pense que moi, la rencontre qui m'a le plus marqué, entre guillemets, et vraiment, comme tu le dis, c'est pas pour faire un jour aux autres, parce que j'ai apprécié chaque rencontre. Évidemment, comme tout le monde, il y en a d'autres avec qui ça matche plus que d'autres. Enfin voilà, faut pas non plus mentir. Et moi, celle que j'ai trouvée la plus intéressante, c'est peut-être avec la personne qui est la plus éloignée du monde de la course à pied, parce que c'est avec Thierry Marx. Parce que Thierry Marx, il a vraiment une histoire extraordinaire, et son rapport à la course, vraiment à la course et au sport de manière générale. Le sport, ça l'a vraiment sauvé, il le dit lui-même. Il traînait dans les cages d'escalier. Là, c'est un grand chef reconnu, donc on se doute pas de tout ça. Souvent, on a l'impression que quand les gens ont réussi, c'est obligatoirement des gens qui ont débuté déjà avec une cuillère de riz dans la bouche. Et lui, il a vraiment une histoire très particulière. Il a vraiment une histoire de fou. Je vais pas rentrer dans les détails, comme ça, je vais inviter les gens à écouter le podcast. Mais c'est vraiment un mec qui a une histoire extraordinaire et qui a su se rappeler de ce que le sport lui a apporté, et qui, du coup, lui, le réinvestit, parce que maintenant, c'est un chef d'entreprise. Au-delà d'être un chef étoilé, c'est un chef d'entreprise. Et il l'a réinvesti avec ses collaborateurs, et il s'en sert comme une méthode de management, parce que il pense que le sport révèle beaucoup de choses sur la mentalité et l'état d'esprit des gens. Et je pense qu'il a vraiment raison là-dessus. Vraiment, pour moi, c'est le sport, c'est pas juste une activité physique. Ça dit beaucoup de choses sur les gens, sur leur rapport aux autres, sur leur rapport à eux-mêmes. Et ça, il s'en est vraiment saisi, et il l'a vraiment investi dans son activité quotidienne. Et c'est un mec bienveillant. Enfin, je veux dire, le gars, il nous recevait, juste pour l'anecdote, c'était la réouverture, je crois que c'est le Mandarin,
Oriental, son resto. Son restaurant, étoilé oui. dans Paris, un de ses restaurants étoilés. Il était fermé depuis 1 an et demi, 1 an ou 1 an et demi. Il nous a reçus dans le restaurant à une demi-heure de la réouverture. Voilà. Et il a pas, et très honnêtement, le gars, il n'a pas joué la star. Il a juste dit, bon, bah, je suis un peu short, je vous accorde tant de temps, ça va être que tant de temps, mais voilà. Et le gars, parce que des fois, on a des gens, voilà, souvent, on les a pas reçus parce qu'ils ont refusé, justement, ou ils ont fait un peu des gens qui, je trouve, ça justifie pas forcément. Même si rien justifie qu'on joue la star. Là, on a quand même quelqu'un qui était dans un stress plutôt absolu parce que la réouverture de restaurant, même quand on est chef étoilé, c'est pas rien. C'était à une demi-heure de la réouverture. Et il est arrivé tranquille, machin, et voilà. Et ça a été un super échange. Et vraiment, je retiens ça, quoi. Je retiens vraiment ça. Si je devais en sortir une, vraiment de manière exceptionnelle, et une autre, quand même une deuxième qui est liée au monde du sport, ça a été le premier event qu'on a fait, le premier événement avec Julien Vanders au Nike Store des Champs-Élysées, parce que ça a été notre premier événement réel, en plus en public. On savait pas trop, on existait depuis 3 mois, donc ça a été vraiment. Je pense que ça nous a donné un gros coup de boost. Faut dire la vérité. C'est chez Nike, c'est sur le magasin, l'ancien store sur les Champs-Élysées, mais qui était quand même un rendez-vous. On a invité des gens, on a eu 150 personnes qui ont répondu, on a dû refuser des gens, on s'attendait pas à un tel succès. Première en live comme ça, et c'était réellement exceptionnel. C'est vraiment, ça nous a lancé. Faut aussi dire la vérité, ça nous a lancé. Les événements derrière étaient aussi exceptionnels parce que chaque événement a sa particularité. Mais celui-là, ça a été le premier. Vraiment, c'est celui qui t'a lancé, tu vois. C'est comme si on me disait quelle est la course qui t'a le plus marqué. Ben, j'aurais tendance à dire c'est la première à laquelle j'ai participé parce que finalement, c'est celle qui m'a tellement donné le goût à tout ça. C'est ça, en fait. Et si tu devais rêver à un invité pour les épisodes à venir du podcast, est-ce que tu peux me le livrer ou est-ce que tu le gardes secret pour les Bah, auditeurs? souvent, on dit il faut le garder secret parce que voilà, et moi je le dis souvent, je le dis souvent même à mes athlètes, gardez secret vos objectifs, ne parlez pas, arrêtez de communiquer sur les réseaux, ils me connaissent. Voilà. Parce que je prends souvent l'exemple, vous voyez pas enfin voilà, vous voyez pas dans les sports collectifs, vous voyez pas les entraîneurs dévoiler leurs tactiques ou ce qu'ils font avant. Il y a des choses ouvertes à la presse, notamment au foot, parce que c'est très médiatique. Alors certains me disent oui, mais tel athlète, machin, fait ci, fait ça. Moi, j'ai vu des athlètes de haut niveau. Des fois, ce qu'ils publient, c'est pas ce qu'ils ont fait le jour même, c'est pas tout à fait ça. Ils se servent aussi des réseaux pour un peu bluffer tout le monde. Bon, voilà, c'est le jeu. Bref. Mais je vais quand même dire, du coup, je me suis un peu éparpillé. Si vraiment alors, je vais dire un rêve. Ouais, ça va être bien. Comme ça, je sais que je peux pas le recevoir. Si j'avais la capacité de discuter avec l'au-delà d'une manière, tu vois, connectée, qu'on puisse faire un podcast, mon rêve aurait été de faire un podcast avec Alain Mouloud, très honnêtement, parce que c'est un personnage. En plus, c'est vraiment un personnage. Voilà, une autre époque, notre dernier champion olympique de marathon. J'aurais rêvé. Mais maintenant, je vais être sur un rêve qui est, voilà, je sais que c'est un rêve inaccessible. Un rêve qui sera peut-être accessible, qui j'espère aura lieu, c'est Mike Horn, qui a pas grand-chose à voir avec la course à pied, voilà, on peut le dire, mais qui est vraiment une personnalité exceptionnelle, je trouve. J'adorerais faire. Après, il y a plein de gens que j'adorerais faire. Je peux pas tous les lister, mais vraiment, lui, parce qu'il est en dehors du monde de la course à pied et j'adorerais le faire parce qu'en plus, il a un bagou, il a une manière d'être qui est assez exceptionnelle. Voilà. C'est un showman, c'est un vrai showman et je trouve que ça apporte quelque chose aussi, quoi. Donc encore de nombreux épisodes. L'aventure dans la tête d'un coureur n'est pas près de s'arrêter. Vous êtes en perpétuel développement. Il y a eu les plans d'entraînement qui sont venus se greffer aux simples épisodes. C'était une demande de la part des auditeurs ou vous l'avez senti par rapport au retour que vous aviez? Alors, très honnêtement, c'était pas forcément une demande, mais ouais, on peut dire qu'on l'a senti. En fait, il y a un peu le confinement qui nous a aidés. On s'est dit, bah, les gens, là, il y a pas de compète, on va se déconfiner. Certains ont un peu rien fait, certains ont lâché, certains en profitent pour s'y mettre. Donc, notre premier plan, ça avait été, ouais, je reprends la course à pied. Vraiment, mais je reprends quand j'ai pas fait de la course à pied depuis 1 an, 2 ans, 6 mois, c'est pas je reprends après une coupure, après ma coupure estivale. Attention. Et on l'avait lancé, mais
très honnêtement comme une forme de test en disant est-ce que on savait pas, on sait que c'est des choses que certains proposent en ligne et tout, et du coup bah voilà, nous on s'est dit on va voir et ça a bien marché, donc on s'est dit effectivement on a une communauté qui est engagée, peut-être que ça répond à des besoins, euh, donc voilà, on a une communauté engagée, ça répond à des besoins, donc continuons sur ce domaine-là. Combien de personnes travaillent donc sur les épisodes? Il y a que toi et Guillaume ou vous êtes beaucoup plus nombreux? On est 3 exactement. Donc, il y a moi et Guillaume que tout le monde connaît et PE, Pierre-Emmanuel, qui lui, est pour, je sais pas comment on dit, ils ont un terme et j'oublie toujours. En fait, c'est le spécialiste de l'environnement digital. D'accord, PE, le community manager qui gère un petit peu voilà, les réseaux. c'est un peu plus large que ça, mais ouais, il gère les réseaux, il gère les relations avec les partenaires, vraiment le back office. Lorsqu'on fait des vidéos, c'est lui qui est derrière la caméra. Voilà, on est une petite structure, sachant que dans la tête d'un coureur, c'est la rencontre de deux structures qui est une société de production, PE et Guillaume, et une société qui est plus liée que moi, qui est plus liée au monde du sport, qui est Ator Sport, qui est moi, qui est ma société. Voilà, très concrètement. Que j'appelle globalement une société de sport consulting, de sport expertise. Tu vois, pour la faire un peu à l'américaine, ça fonctionne toujours bien, mais voilà, qui fait à la fois du coaching, mais aussi du conseil, notamment auprès des entreprises sur la mise en place de politiques sportives, quels que soient les enjeux, que ce soit des enjeux RH, qualité de vie au travail, de la création de contenu, évidemment, voilà, tout un tas de choses. Alors, sur un plan personnel, Fred, qu'est-ce que t'as apporté cette aventure du podcast depuis bientôt 3 ans? Bah, finalement, tout ce côté création de contenu je ne veux pas dire personnage public parce qu'il faut peut-être pas exagérer. Je suis pas un personnage public, ou alors que dans une sphère très restreinte du monde du running qui écoute des podcasts, ce qui restera un peu, mais plus ouais vraiment ce contact média. Voilà, comme je t'ai dit, j'ai eu une première formation qui était communication, c'est la communication écrite, et moi j'ai pas mal bossé dans l'institutionnel. Tu vois, j'ai pas été en agence de com, c'était vraiment un environnement que je pense n'était pas fait pour moi. Et moi j'étais voilà plutôt spécialiste de communication écrite. On faisait la rédaction de rapports, de notes, enfin tu vois tous les trucs super sexy qu'on rêve de faire toute une vie entière. En tout cas pour moi. Mais ça m'a apporté ça, ce côté un peu divertissement, parce que ça reste du divertissement, ce qu'on fait. Enfin voilà, on le fait avec énormément de sérieux. Guillaume a cette expression, ce terme qu'il emploie, qui est de l'infotainment. C'est pas l'entertainment pur et dur, c'est-à-dire le divertissement pour le divertissement. Il y a un côté info parce qu'on apporte, moi en tout cas, j'apporte de la connaissance, des éléments qui sont pas absolus, qu'on peut discuter, on peut ne pas être d'accord avec moi, et il y a peut-être des sujets sur lesquels l'avenir dira que j'ai tort. Après, sur l'entraînement, tout est subtil, donc on peut dire il a totalement tort. Si je disais, enfin bref, il y a des trucs qui sont quand même prouvés scientifiquement, donc il faut éviter de dire trop de bêtises, mais ça reste voilà de l'infotainment, ça reste du divertissement avec une dimension. J'apporte une plus-value et quelque chose. Et moi, j'avais certainement peut-être trop voilà une stature, mais ça a été mon tort. Tout à l'heure, on parlait quand j'ai commencé à entraîner. J'avais aussi la stature. Moi, je suis l'entraîneur, je connais tout, et toi, t'es l'athlète et tu fermes ta gueule, en gros. Tu vois, je le dis de manière un peu brutale, mais c'est ça. Et je suis plus du tout comme ça, parce que ça, c'est vraiment l'erreur. Mais je pense que c'est l'erreur quand on commence et qu'on va affirmer son autorité. On peut avoir tendance à penser qu'on l'affirme en faisant le petit chef. Donc, tu as toujours autant de plaisir à enregistrer les épisodes. C'est ce besoin de transmission, hein, ce que tu disais tout à l'heure. Tu es quelqu'un de généreux et qui aime partager. Tu m'as spontanément dit oui pour enregistrer cet épisode. Et voilà, on sent que c'est dans ta personnalité, ce besoin de transmettre et de ne pas forcément garder pour toi ce que tu as pu collecter et apprendre. Bah, ouais, exactement. Déjà, j'aime bien ça. Si t'aimes pas partager, en tout cas, si t'aimes pas transmettre, voilà. Après, il y a peut-être des nuances. On va pas faire un cours de philosophie, mais entre transmettre et partager. Si tu n'aimes pas transmettre, t'es pas entraîneur, très honnêtement. Après,
Comme tu dis, je t'ai répondu assez naturellement, déjà parce qu'on avait eu un contact, mais même avec des gens avec qui j'ai pas eu de contact, je réponds de manière assez spontanée parce que je pense que voilà, c'est important le partage. Nous, à un moment, on nous a ouvert des portes. Je parlais du premier événement qu'on a fait. Légitimement, peut-être ça s'imposait pas. Enfin, à l'époque, on n'était rien entre guillemets. Tu vois, on avait 3 mois, on n'était rien. Tu avais peut-être 3000 personnes qui nous écoutaient à l'époque simplement. Enfin, tu vois, on était. Et il faut savoir, je me dis, voilà, on a une réussite qui quand même somme toute modeste. Voilà, faut pas non plus se prendre pour les rois du monde, mais il faut aussi savoir rendre l'appareil, partager. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne, très honnêtement. Voilà, et puis je vais aussi pas mentir et je vais aussi faire. Faut toujours aussi jouer carte sur table, c'est comme avec les athlètes, ça fait plaisir. Il y a un côté, si je suis sollicité pour intervenir avec toi ou avec autre, bah, ça me fait plaisir, ça flatte mon ego aussi. Je me dis, bah, tiens, on me demande à moi, c'est cool, quoi. Enfin, faut être honnête. Je pense qu'il faut être vachement honnête sur nos démarches et il y a une partie de ça aussi. Ça fait plaisir, voilà, parce que je me dis, bah, si la personne m'appelle, c'est que j'estime que j'ai quand même ma petite importance et ça flatte l'ego. C'est toujours bien d'en avoir conscience et pas juste faire la personne absolument altruiste. Globalement parce que voilà, on a tous différentes parts dans notre personnalité et je pense que c'est bien d'en avoir conscience et c'est aussi bien de le dire et pas de même si on joue des rôles parce que voilà, jouer un rôle qui nous correspond aussi. Il y a des trucs sur lesquels peut-être on surjoue un peu, très honnêtement. Euh, mais il y a aussi, voilà, c'est aussi nous qu'on met en avant. Et si on se met en avant, bah, faut aussi accepter de mettre en avant peut-être le côté que certains essayent de cacher. Moi, voilà, tu m'as proposé ce podcast, ça m'a fait plaisir et ça m'a flatté. Je me dis, bah, c'est cool. S'il me demande, c'est qu'il estime qu'on a assez réussi. C'est une marque qui fait plaisir. Bah, c'est-à-dire que je vous ai eu beaucoup et je t'ai beaucoup eu dans mes oreilles. Donc là, de t'avoir sur le podcast et de le partager également à d'autres auditeurs, bah, ça me fait plaisir. Et ça a été une belle rencontre donc autour d'un projet, puisque avec mon club de course à pied, nous avions collecté des tenues un petit peu usagées ou défraîchies, ainsi que des chaussures à destination de l'Éthiopie. Donc, quel est ce lien avec l'Éthiopie? On parlait tout à l'heure en début d'épisode de l'histoire africaine dont tu étais passionné, dont tu es passionné. Est-ce que tu peux rappeler et expliquer le lien qui te rapproche de ce pays africain? Alors, très honnêtement, voilà, moi j'ai découvert l'Afrique assez jeune. Alors, je dis jeune, hein, parce que je suis originaire de Lyon. Normalement, on dit jeune. Mais voilà, j'ai gardé ça. J'ai gardé ça de mes origines. Euh, je devais avoir 18, 19 ans. J'ai découvert un pays d'Afrique de l'Ouest. Je suis allé dans un pays d'Afrique de l'Ouest avec des amis qui étaient originaires de là-bas, donc au Bénin. Et ça, franchement, voilà, je peux pas t'expliquer pourquoi je suis tombé amoureux du continent. En tout cas, à l'époque, je disais du continent, mais en tout cas du pays. Dans l'absolu, je suis plutôt quelqu'un de réservé, d'introverti. Et l'Afrique, c'est quand même tout haut en couleur, c'est vivant. Et ça représentait certainement une part de ce que j'aimerais et où j'aurais aimé être. Quelqu'un qui s'assume parfois dans son exubérance sans faire trop de clichés. Enfin, tu vois, je ne veux pas non plus dire que tous les gens d'Afrique noire sont exubérants et que ça va dans tous les sens et tout. Mais voilà, il y a une certaine vie, un certain rapport avec des conditions difficiles de vie où les gens ont énormément de sourires et vivent avec ça. Et je suis tombé amoureux du pays. Donc après, j'ai fait des études en histoire africaine, mais à l'époque, je connaissais sincèrement que l'Afrique de l'Ouest. J'ai travaillé même sur mon mémoire de maîtrise sur le Bénin, exactement, très concrètement. Après, amoureux de la course à pied, le Bénin, l'Afrique de l'Ouest, c'est pas forcément. Après, peut-être le Nigeria sur le sprint, mais c'est pas les pays de course à pied. Et le Sénégal aussi sur le sprint et la Côte d'Ivoire maintenant. Je veux pas que certains se sentent un peu vexés. Hein, si on a des amis originaires de ces pays-là qui nous écoutent, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Mais en tout cas, sur les courses de fond, très, très classiquement, c'est Kenya, c'est Éthiopie, maintenant l'Ouganda. Enfin voilà, on a des athlètes. L'Afrique du Nord, évidemment, avec les pays du Maghreb. Mais du coup, moi, j'ai eu une sorte de fascination. Moi, j'ai grandi avec Haïlé Gebrselassie comme idole. Vraiment, moi, c'est l'idole que j'ai eue quand j'étais jeune. Gebrselassie et Bekele, qui m'ont forgé qui ont nourri mes rêves. Voilà, comme quelqu'un qui a grandi, je pense,
15, 20 ans à l'heure actuelle, la référence athlée, c'est peut-être Kipchoge. Et ça, voilà, ou un sprinter, c'est Usain Bolt. Moi, c'était Gebre Selassie, puis ça a été Bekele. Donc, il y avait une sorte comme ça d'attirance pour ce pays-là, pour ces pays-là. Et un jour, il y a quelques années, c'est pas si vieux que ça. Il y a un peu moins de 10 ans, je suis parti là-bas en camp d'entraînement. Enfin, voilà, je me suis dit, je vais aller faire un repérage pour organiser un stage. Donc, vraiment, entre guillemets, à la Walou, comme on dit. Pour toi tout seul ou pour accompagner des athlètes du groupe que tu entraînais? L'idée, c'était pour les athlètes que j'entraîne, mais je suis parti de mon côté pour repérer avant, parce que je connaissais pas du tout, un peu un inconnu. J'ai grave kiffé, comme on dit, si je veux faire un peu le jeune, le Jones, pour parler comme un vieux qui veut faire jeune. Voilà. J'ai vraiment adoré et je me suis, je vais pas dire senti comme chez moi parce que je sais que je suis pas éthiopien, faut pas exagérer, mais vraiment je me suis senti super à l'aise, vraiment super à l'aise. J'ai adoré. Et du coup, j'y suis allé régulièrement. J'y vais 2 fois par an en moyenne. Et ce qui m'a, alors, j'ai déjà été confronté, notamment quand j'allais en Afrique de l'Ouest, à la pauvreté locale. Et déjà, j'avais eu cette activité de collecter des affaires. Lorsqu'à une époque, j'allais beaucoup en Afrique de l'Ouest, zone Burkina, Côte d'Ivoire, Ghana, et je collectais énormément d'affaires. À l'époque, j'étais salarié dans une boîte, donc dans ma boîte, quand je collectais des affaires, je disais aux amis, voilà, vous avez des affaires. Je sais que les gens donnent énormément. Parce que voilà, des fois on a des affaires même en très bonne foi, des fois qu'on n'a pas porté, qu'on donne. Donc je me suis dit, je vais essayer de le faire sur la course à pied parce que je voyais les gars là-bas qui te disaient tout penaud, voilà, moi je suis pas un très bon athlète, je vaux 61, 62 sur SMI. Voilà, donc quand on vaut 1h1, 1h2 masculin sur SMI en Éthiopie, on n'est rien. C'est dur à dire hein, quand on voit ce qu'on est ici avec de tels chronos. Et les gars, ils courent avec des chaussures des fois qui sont déchirées dans tous les côtés. Voilà. Parce que les athlètes qui sont dotés, c'est des athlètes de très haut niveau. Les athlètes internationaux, c'est des gars qui sont 58, 59 sur le SMI. Et je me suis dit, voilà, faut les aider et les aider par rapport à la course. Donc, m'aidant aussi, au début, je faisais ça dans le cadre des clubs où j'ai pu entraîner. Donc, ça a été les clubs avant le Stade Français et au Stade Français. Et du coup, je me suis servi aussi un peu de la notoriété, petite notoriété qu'on a acquis dans la tête d'un coureur pour lancer un appel à ma communauté pour se dire, voilà, moi, je collecte des affaires usagées, mais usagées en bon état. Je ne vais pas te donner des trucs troués dans tous les sens, parce qu'il faut aussi avoir du respect pour les gens à qui on donne. Mais nous, on les donne pas. Et là-bas, soit ils vont les mettre, ou très honnêtement, soit ils vont les revendre. Ils les remettent un peu, ils les retapent bien et ils vont les revendre. Mais ça leur aide à gagner, ça les aide à gagner leur vie et à vivre, tout simplement. Donc, moi, quand je donne quelque chose et que la personne, elle revend là-bas, moi, très honnêtement, ça me dérange pas. Donc, je le donne à des athlètes. Donc voilà, et c'est dans ce cas-là qu'on était rentré en contact. Tu m'as dit, moi je collecte, et du coup, j'ai des affaires à te donner. Et puis voilà, après nous on organise des envois de containers et ce genre de choses. Et donc, c'est ce lien. Mais qu'est-ce qui t'a finalement, en Éthiopie, quand tu as été en stage, le plus frappé? Est-ce que c'est cette pauvreté? Est-ce que c'est ce positif et ce sport qui est au cœur de la pratique de ces athlètes? Enfin, ils vivent pour le sport et ils espèrent peut-être trouver un peu le salut dans le sport, dans les compétitions en Europe? C'est un peu tout. Comme je te dis, je pense que, alors même si chaque pays africain est différent, il faut pas tomber dans les clichés. Je suis amoureux du continent, vraiment. Euh, alors là, du coup, je sais que c'est pas forcément des questions qu'on aborde, mais je suis quelqu'un qui a une foi assez importante. L'Éthiopie est un pays très croyant, à majorité orthodoxe, chrétien orthodoxe. Il y a aussi beaucoup de musulmans, très peu de catholiques, très peu de protestants, quelques animistes. Mais en tout cas, le rapport au divin, si on peut l'appeler comme ça, est très important. Et pour moi, c'est important. J'en parle jamais. Les gens qui me connaissent le savent. Donc, il y a à la fois ce côté, je suis en Afrique, je suis dans un des pays avec le Kenya. Je pense c'est si on te parle course à pied, qu'on te parle Afrique, tu vas dire Kenya ou Éthiopie. C'est quand même le summum du summum, avec des athlètes dans tous les sens, des niveaux de ouf, super bienveillants. J'aurai une petite anecdote juste après.
Et en plus, avec une foi vraiment importante. Et qui, je pense aussi, conditionne leur foi en leur réussite et aussi leur humilité. Savoir que, entre guillemets, avec l'aide de Dieu, ils vont pouvoir réussir si Dieu a décidé. Voilà, c'est un truc de croyance. Ça. Donc, ceux qui y croient vont comprendre, ceux qui y croient pas vont dire c'est des bêtises. Chacun est libre de sa position là-dessus. Euh, et derrière, en même temps, moi, je suis rien parce que je suis rien. Je suis qu'un homme de passage sur cette terre. Il y a Dieu, il y a tout, il y a les anges, il y a les astres, il y a l'univers. Enfin voilà, voyez le truc. Donc beaucoup d'humilité et une forte confiance en soi. Et quand je parlais d'humilité, on a été un jour, on nous présente un gars qui s'appelle Chalar et Gaza, comme ça. Et là, et le gars dit ah c'est super, vous venez de France, on est super content. Je vous invite à boire le café, parce que le café est très important, la cérémonie du café est quelque chose de très important en Éthiopie. Donc, il nous invite à boire le café chez lui. Donc, ils préparent eux-mêmes le café, le torréfient eux-mêmes. Donc, voilà, la cérémonie, on t'invite à boire le café, tu prends la demi-journée, hein, je te préviens tout de suite. Et vraiment, c'est dans sa petite, sa petite maison. Enfin, tu vois, c'est presque pas une case, parce que c'est en dur. Tu vois, t'as que des athlètes, les gars, t'as 5 mètres carrés, ils sont 10 à dormir dedans. Donc le gars il prépare ça vraiment très gentil, il t'offre tout. Enfin, c'est des gens qui n'ont pas de moyens, hein, très honnêtement. Et le gars en fait c'est quelqu'un qui revenait d'une course en Espagne, il me semble que c'était à Barcelone, un 10 km, il a fait 27-23. Voilà. Et il nous traitait lui comme si nous on était des gens importants. Alors que nous, tu vois, quand on a su ça, pour nous, la personne importante, c'était plus lui que nous, tu vois. Et le gars, voilà, il s'est, entre guillemets, c'est même au même niveau que nous, même avec les athlètes, vous faites quoi? Ah, c'est super, machin, encourager, vous voyez, tu vois. Et c'est quelque chose, je trouve qu'on peut perdre un peu. Qu'on peut perdre, alors pas forcément avec les athlètes au niveau en France, qui sont globalement bienveillants avec tous les niveaux, mais des fois, tout le monde n'est pas bienveillant avec tout le monde dans le monde de la course à pied. Et du coup, là-bas, moi, j'ai un de mes athlètes qui fait des 24 heures à des 100 km. Et pour eux, ça leur semble totalement fou. Ils courent à des allures, évidemment, qui leur paraissent, tu vois, même eux, enfin, je veux dire, ils ont l'impression que s'ils marchent, ils vont aller aussi vite. Mais ils étaient totalement impressionnés par ce qu'il fait, quoi. Tu vois, et c'est ça que j'ai aimé. Tu vois, et c'est ça que j'aime, et en même temps, tout le monde t'encourage. La course à pied, c'est vraiment quelque chose de vivant sur place. Donc, quand tu cours, tu as toujours des gens qui t'encouragent, même des gens qui font pas de course à pied. Alors après, il y a une autre anecdote assez marrante, c'est que là-bas, quand vous êtes blanc et que vous pouvez, on vous fait China, China, China. Un jour, je dis au coach, mais un des coachs avec qui on a contact là-bas, je dis pourquoi les gens me disent China? Parce que ça se voit. Moi, je suis pas chinois. Quoi. Ah, c'est quoi, ça se voit. Enfin, pour moi, ça se voit. Et lui, il m'a dit non, pour eux, ça se voit pas. Et surtout que depuis un certain nombre d'années, comme dans beaucoup de pays africains, les personnes en provenance de Chine, les Chinois, sont très nombreux, notamment pour énormément de travaux en ce qui concerne les bâtiments et travaux publics, que pour eux, la référence des Blancs, parce qu'on est pour eux presque tous pareils, bah, c'est les Chinois. Donc, ils ont toujours l'impression que les étrangers sont des Chinois. C'est assez drôle, ça aussi. Voilà. Donc, si vous allez en Éthiopie un jour, soyez pas surpris si quand vous courez, tous les enfants ou même les adultes vous disent China, China, China. C'est voilà, c'est pas ils se foutent de vous, c'est honnêtement ils vous encouragent. Eh bien, Fred, on va finir sur ces nombreuses anecdotes. On pourrait encore discuter pendant des heures parce que tu es vraiment Ça va. très passionné. Moi, je te remercie donc pour ce temps d'échange que nous avons eu ensemble. Mais je voulais savoir sur cette année 2021, quels vont être tes objectifs, à la fois sportifs. On a compris qu'il y avait une reprise progressive et sérieuse de l'entraînement, mais sur un plan personnel et professionnel, vers quoi tu te diriges? Alors les objectifs sportifs, alors je vais pas le faire en mode compétition, même si quand on met un dossard, on a toujours tendance à un peu pousser. Mais j'ai été mis au défi d'aller sur l'éco-trail. Donc je serai sur l'éco-trail. Pas le 80 km parce que c'est un défi tout récent et que il faut quand même se préparer pour faire 80 bornes et je suis pas en capacité, même à la cool, je peux pas faire 80 bornes. Et voilà, je dispense un certain nombre de conseils, c'est pas pour faire l'inverse. Donc le 30 ou le 45, je ne sais pas encore quel dossard je vais réussir à toper, donc comme on dit. Donc voilà. Après, on verra. Peut-être un marathon sur la deuxième partie d'année. Le 100 km, je pense quand même le réserver pour l'an prochain. Donc c'est voilà plus long terme. Sur 2022, enfin tenter ce fameux 100 km.
Ah bah, à titre perso, à titre professionnel plutôt, parce que là c'était le perso entraînement. À titre professionnel, bah, continuer à développer mes activités à la fois avec dans la tête d'un coureur et aussi par rapport à mes activités à Torsport. Maintenant qu'on va pouvoir reprendre une vie un peu normale, j'espère que l'ensemble des personnes, mais surtout que ce soit les structures, les entreprises et les structures publiques, les entreprises au sens large, les personnes qui emploient des gens en France vont prendre conscience de l'importance du sport et du coup vont plus faire appel à ce type d'accompagnement et à ce type de proposition entre guillemets de service pour leurs salariés, les gens qui travaillent pour eux. Et du coup, voilà, moi c'est aussi mon activité professionnelle, les accompagner, les mettre en place. Donc j'espère que on va prendre conscience qu'il y a vraiment une importance clé. Une clé du sport dans la santé et à titre vraiment personnel et globalement sans faire la langue de bois pour tout le monde, voilà, moi je vais être assez simple et assez classique, que tout le monde se porte bien, que tout le monde fasse du sport et que tout le monde soit en bonne santé tout simplement quoi après et que chacun poursuive ses rêves, surtout quelle que soit la nature de ces rêves là, que chacun les poursuive et que si certaines, en écoutant le podcast, se disent mince, j'ai pas de rêve. Se dire que moi j'étais dans la même situation il y a quelques années lorsqu'on m'a posé la question et je me suis dit c'est anormal et se disent moi aussi j'ai le droit de rêver et s'y mettent et prennent conscience sans faire le vendeur motivationnel à l'américaine que c'est quand même nous qui avons énormément les cartes en main. Voilà, il y a des choses qui nous appartiennent pas dans la vie, il y a des choses qui nous appartiennent et le fait de nourrir des rêves, elles nous appartiennent. Voilà. Donc, on va inviter les auditeurs à s'interroger sur leurs rêves. Et puis, je vais aussi, moi, me questionner. Toi, tu m'as piqué sur cette petite question. Alors, sur les réseaux, je pense que les gens te connaissent, mais donc, on sait que tu es fan maintenant des stories Instagram. On l'a découvert tout à l'heure. Fan, non, mais j'ai découvert ça, donc j'essaie d'en faire un peu, mais voilà, c'est pas toujours très réussi. Je vous demande un peu d'indulgence. Voilà, donc je suis sur Insta, à Fred Belouz, et puis voilà, sur Facebook également. Je suis pas, voilà, je suis pas non plus un grand un grand activiste des réseaux parce que voilà, c'est un job à part entière. Et voilà, peut-être qu'un jour j'aurai un community manager personnel qui gérera ça, mais à l'heure actuelle, ça se justifie pas forcément. Mais on a compris qu'avec tes athlètes, tu étais suffisamment strict pour ne pas leur laisser la possibilité de dévoiler les plans d'entraînement et d'utiliser avec parcimonie ces moyens de communication. Moi, je les invite surtout, voilà, pas forcément partageurs. Il y a peut-être un côté un peu superstition, gardant pour nous ce qu'on sait faire. Après, j'ai pas non plus la recette miracle de l'année et du monde. Enfin voilà, faut pas exagérer non plus, ça se saurait. Mais voilà, c'est aussi voilà, c'est souvent pour réussir, vivons heureux, vivons cachés. Donc bien sûr, les réseaux font partie de notre vie et notamment avec l'activité que j'ai dans la tête d'un coureur et c'est essentiel à l'heure actuelle. Mais les utiliser avec parcimonie, tout simplement. Mais voilà, il n'y a pas que de la bienveillance, on le sait tous. Et puis après, voilà, c'est ne donne pas, enfin, je veux dire, les gens qui t'attendent au tournant et qui ne donnent pas des indications sur ce que tu fais et tout, c'est logique. Enfin, voilà, pour moi, c'est somme toute naturel, tout simplement. Bon, Fred, un grand merci d'avoir été l'invité donc du podcast À côté de mes pompes, d'avoir pris du temps pour échanger ensemble. Donc, je te remercie encore. Merci à toi surtout pour l'invitation et désolé d'avoir été bavard parce que tu comprends pourquoi on scripte avec Guillaume parce que je peux vite faire des longues réponses en fait. Mais c'est pas trop gênant parce que tu es l'invité et on a aimé apprendre pas mal de choses sur ce co-animateur que tu es du podcast Dans la tête d'un coureur. Donc encore un grand merci. Merci beaucoup Seb, à bientôt. Pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir
plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.